Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit à nouveau d'une disparition très inquiétante qui a marqué mon enfance comme malheureusement beaucoup d'autres disparitions. Il s'agit de la disparition de Cécile Valin, jeune femme donc adolescente de 17 ans qui a disparu à Saint-Jean-de-Maurienne en Savoie fin du printemps 1997. En effet, au fur et à mesure des années, je pense comme certains d'entre vous, vous avez vu passer son visage sans pour autant savoir exactement son histoire. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui, vous raconter sa disparition, son histoire, avec l'accord du père de Cécile et de son avocate. Je vais également vous donner les nouvelles sur le dossier de Cécile Valin parce qu'il y a quelques nouvelles, donc rendez-vous en fin de vidéo pour ça. Donc le père de Cécile, la disparue, a saisi très récemment l'ARPD, donc cette année. Pour celles et ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que l'ARPD? L'ARPD, c'est l'association d'assistance et recherche de personnes disparues pour laquelle je suis enquêtrice bénévole. On se retrouve juste après ça. Comme je vous le disais, on se retrouve très précisément à Saint-Jean-de-Maurienne. Saint-Jean-de-Maurienne, c'est une petite commune qui se trouve en Savoie, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une petite commune qui est située en montagne, qui est constituée par la confluence de la rivière l'Arc et qui descend dans la vallée de l'Arve. La commune est idéalement placée parce qu'effectivement elle est proche de la frontière italienne, donc très proche de la grande ville de Turin, mais également proche des stations de ski. À Saint-Jean-de-Maurienne, on retrouve en 1997 une famille recomposée. La famille de Cécile Valin qui est constituée de sa mère Maryse, de son beau-père et de leurs deux enfants qu'ils ont eus ensemble. Son père à elle, Jonathan Oliver, habite au lieu-dit de Matan, qui est vraiment proche de Caen, en Normandie, dans le Calvados. De son côté, son père a également deux enfants d'une précédente union, Chloé et Matthew, qui sont également les demi-frères et demi-sœurs de Cécile. Donc, en gros, Cécile, elle a 4 demi-frères et sœurs, 2 du côté de sa mère et 2 du côté de son père, qu'il a eu d'une précédente union. Et elle est un peu au centre de tout ça. Donc elle fait un peu le trait d'union entre les deux familles. Tout le monde l'apprécie, même si on peut comprendre que c'est pas la place la plus facile à avoir dans une famille. Elle s'entend très bien avec ses demi-frères et sœurs et particulièrement avec Chloé, mais on y reviendra plus tard. Cécile grandit dans la maison familiale à Matan avec son père et sa mère qui eux se séparent assez rapidement, donc au bout de 6 années de vie commune. Et même si sa mère se met rapidement avec son beau-père, l'équilibre familial n'est pas perturbé parce que tout le monde habite dans la région et que Cécile voit très souvent son père. Et jusqu'à ses 14 ans, parce que aux 14 ans de Cécile, son beau-père va être muté dans un lycée en tant que proviseur à Saint-Jean-de-Maurienne. Et donc Cécile va déménager avec eux et habiter à Saint-Jean-de-Maurienne. Et c'est vrai que c'est pas la porte à côté, c'est environ plus de 900 voire presque 1000 kilomètres de là où habite son père. D'ailleurs très rapidement, son père c'est un Anglais qui est venu habiter en France à ses 21 ans, donc il parle extrêmement bien français, même s'il a un petit accent anglais qu'on reconnaît bien. C'est une toute nouvelle vie qui s'offre à Cécile et bon là-bas elle va habiter carrément dans l'enceinte du lycée où le beau-père va travailler en tant que proviseur, le lycée Paul Héroux. Et ça se passe plutôt bien, il y a un équilibre qui s'est créé et Cécile va elle-même grandir jusqu'à devenir lycéenne dans ce lycée Paul Héroux. À l'aube de ses 18 ans, qu'elle aurait dû normalement fêter le 28 octobre 1997, Cécile était assez reconnue à Saint-Jean-de-Maurienne
Saint-Jean-de-Maurienne. C'était une petite commune, elle était connue comme la jolie belle-fille du proviseur du lycée. Alors Cécile, qui était-elle? C'était une élève d'abord studieuse, elle aimait beaucoup travailler, elle était passionnée de philosophie et également elle était très sportive. Elle a développé une passion pour l'escalade qu'elle pratiquait régulièrement, mais également elle faisait de la course à pied et elle aimait aussi faire de la randonnée. Cécile, au moment de sa disparition, c'était une jeune femme qui avait une beauté très naturelle, elle se maquillait vraiment très peu et elle était assez simple. Fin printemps 1997, on pouvait la distinguer par rapport à sa coupe de cheveux. Effectivement, elle avait une coupe de cheveux à la garçonne, donc les cheveux très courts. C'est une jeune fille à ce moment-là qui est très sociable, elle a vraiment pas mal de connaissances, pas mal d'amis et au moment des faits, Cécile était en couple avec Jérémy depuis environ 2 ans. C'était une année très importante pour elle, tout simplement l'année du bac. En effet, elle aspirait à être professeure de sport et c'était l'année où elle pouvait commencer à réaliser son rêve, déjà son rêve d'indépendance. Elle voulait aller étudier à Grenoble, elle avait déjà fait du repérage pour se prendre un petit studio là-bas, donc elle était vraiment impatiente d'arriver à la fin de son bac pour pouvoir ensuite aller à Grenoble et vivre sa vie universitaire de jeune femme. En plus, il n'y avait aucun souci, vous savez, il y a des gens, on sait qu'il n'y aura pas de problème pour qu'ils aient leur bac, elle faisait partie de ces gens-là. Pour elle, on savait qu'elle allait avoir son bac assez facilement. Par rapport à la relation avec son père, il y avait quand même une très bonne relation, malgré la distance géographique. Elle et son père s'appelaient assez régulièrement et il lui payait souvent des billets de train pour qu'elle vienne le voir en Normandie. Et en plus de ça, elle passait des bons moments également avec sa demi-sœur Chloé, avec qui elle s'entendait très bien, comme je vous disais. Chloé, qui à l'époque des faits avait 23 ans, c'était vraiment la confidente de Cécile. On arrive au moment de la disparition, c'est le week-end du 7 et 8 juin 1997. Cécile est en pleine période de révision du bac parce qu'en effet, une semaine après, le lundi 16 juin 1997, c'était la première épreuve, l'épreuve de philosophie. C'est en partie pour cela qu'elle décide de ne pas aller au week-end familial qui était prévu dans le sud de la France où elle était conviée, elle, Maryse, sa mère, son beau-père et leurs 2 enfants. C'était un week-end pour un baptême. Finalement, ils partent tous, sauf Cécile qui reste sur place dans l'appartement familial pour pouvoir réviser tranquillement. En tout cas, c'est ce qu'elle dit à sa mère et à son beau-père. Finalement, eux, ils reviennent la nuit du dimanche 8 juin, donc dans la nuit vers minuit passé. Ils rentrent dans l'appartement et ils se rendent compte que la chambre de Cécile est vide. Cécile n'est pas dans la chambre et elle n'est pas non plus dans l'appartement. C'est très vite inquiétant parce que Cécile n'a jamais découché et c'est pour ça que la gendarmerie est très rapidement alertée. Elle est alertée dans la nuit et les proches de Cécile vont commencer tout de suite les recherches dans les rues de Saint-Jean-de-Maurienne. Le lendemain, donc on est le lundi 9 juin 1997, la disparition inquiétante de mineurs est confirmée et le mardi 10 juin 1997, c'est Maryse, sa mère, qui va porter plainte pour enlèvement et séquestration. Et l'enquête est confiée à la gendarmerie de la brigade de recherche de Chambéry. Les investigations vont être très complètes et elles vont commencer très rapidement. La gendarmerie va déployer des moyens considérables pour retrouver rapidement Cécile. Effectivement, on pense que si Cécile a fait un accident, qu'elle a voulu se balader toute seule, il est primordial de la retrouver très rapidement. Si elle est blessée, qu'elle est tombée quelque part, elle a besoin de soins immédiats. Le signalement de Cécile est précisé dans un appel à témoins. Cécile a notamment plusieurs signes distinctifs, à savoir un anneau argenté à l'oreille droite. Il y a également une cicatrice de 10 cm sous le sein droit qui est un reliquat d'une opération qu'elle a subie quand elle n'était qu'un nourrisson à cause d'une sténose du pylore. Il y a des battues qui vont être organisées dans la vallée de la Maurienne, vraiment partout. Aux alentours également, il y a des hélicoptères qui vont ratisser toutes les zones en long, en large autour de Saint-Jean-de-Maurienne, au niveau des montagnes. Également des équipes cynophiles qui vont être déférées sur place. Malheureusement,
malheureusement, toutes les recherches dont je viens de vous parler ne vont rien donner. En parallèle de ça, les enquêteurs vont perquisitionner le domicile familial, ce qui est totalement normal, afin de récolter le plus d'informations possible, notamment dans la chambre de Cécile. Le but étant de trouver toutes les informations possibles et ensuite de recueillir aussi des témoignages de ses proches pour pouvoir reconstituer comment s'est déroulé le week-end de Cécile du 7 et 8 juin 1997. Entre autres, ils vont saisir les répertoires téléphoniques de Cécile. Dans la chambre de Cécile, il va y avoir la couette qui va être saisie, la couette de son lit, pour des analyses ADN ultérieures qui ne vont rien donner. Et dans sa chambre, qui est plutôt rangée, on retrouve sur son bureau ses cours, mais également son portefeuille. Par contre, on ne retrouve pas sa carte d'identité et on ne retrouve pas également sa carte bancaire. Donc on estime qu'elle est partie avec ces deux éléments. Ce qui est vraiment embêtant à l'époque, même si il y avait déjà des téléphones portables à l'époque, c'était pas autant démocratisé qu'aujourd'hui et Cécile n'en avait pas. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'ils ont pu avoir accès à la liste des appels téléphoniques sortants, c'est-à-dire tous les appels téléphoniques passés depuis le domicile de Cécile pendant le week-end de la disparition. Ce qui, en plus des témoignages recueillis, va permettre d'établir de manière globale l'emploi du temps de son week-end. Effectivement, on s'aperçoit que le 8 juin 1997, le dimanche, donc le jour de sa disparition, elle a passé plusieurs appels, notamment un appel le matin à 10h45, un appel à sa demi-sœur Chloé. Cet appel malheureusement restera sans réponse parce que Chloé n'était pas proche de son combiné à ce moment-là. Ensuite, il y a deux autres appels qui vont être passés. Un appel à 16h45 qui a été passé à sa meilleure amie, Sandrine, et un appel précisément à 17h18 à son père Jonathan, qui va être le tout dernier appel, donc la toute dernière preuve de vie formelle de Cécile, et son père va se souvenir toute sa vie de cet appel. Pendant les 6 minutes 12 d'appel téléphonique, Cécile explique à son père qu'elle est un peu gênée parce que la veille au soir, elle a invité 4 amis, 4 garçons, et elle n'a pas le droit d'inviter, encore moins sans autorisation, des amis dans l'appartement familial. Donc elle l'a fait sans autorisation de sa mère ni de son beau-père. Et donc elle appréhendait leur réaction et elle demandait un peu conseil à son père lui disant bah écoute, ne dis rien à ta mère, ça va être source d'embrouille pour rien, concentre-toi plus sur ton bac et tes révisions. Et d'ailleurs à ce moment-là elle a dit d'ailleurs t'as raison, je vais m'y mettre. Et c'est la dernière parole qu'elle va avoir pour son père. Donc à côté de cela, on va interroger les amis de Cécile et notamment ces 4 garçons qui sont les dernières personnes à avoir vu Cécile avant sa disparition. Donc ces 4 garçons qui sont Mathias, Karim, Sébastien et Benoît. Et d'ailleurs malheureusement il n'y a plus que 3 de ces personnes aujourd'hui qui sont vivantes parce qu'il y en a un qui est malheureusement décédé d'un accident de voiture. Pour revenir au week-end, vers 17h la veille de sa disparition, donc le samedi 7 juin, Cécile avait envie un peu de respirer de ses révisions et elle les a invités à faire de l'escalade sur le mur d'escalade du lycée. Ensuite, ils sont restés à peu près 2 heures, vers 19h, elle les a invités chez elle pour faire un repas et une soirée. Elle avait d'ailleurs prévenu les voisins qu'il y aurait peut-être un peu de bruit. Les voisins vont être interrogés, ils vont dire que eux, ils n'ont rien entendu. Donc comment se déroule la soirée? Il va y avoir un repas et à peu près vers 22h, les amis vont s'installer sur le canapé puis vont regarder ensemble un film avec John Travolta qui s'appelle Phénomène. Pendant cette soirée, elle se rapproche de Sébastien, elle commence même à flirter avec lui et à un moment ils vont un peu s'isoler dans la cuisine et ils vont s'embrasser là-bas. La soirée va durer jusqu'à 3h du matin et tout le monde rentre chez eux. Et donc on apprend à travers les différents appels qu'elle a eus, donc notamment à travers l'appel qu'elle a eu avec sa meilleure amie Sandrine, donc elle avait un petit peu des remords parce qu'elle avait trompé son petit ami Jérémy avec Sébastien et également elle se sentait mal d'avoir invité des gens sans avoir prévenu son beau-père et sa mère. On pense que c'est pour ça que le matin elle avait appelé sa demi-sœur Chloé, même si celle-ci n'a pas répondu, c'était peut-être sûrement pour demander des conseils à sa confidente. Et on apprend à travers l'interrogatoire de Sébastien que finalement ils se sont revus le dimanche après-midi. Donc il est revenu lui à 14h
au domicile de Cécile, ils ont joué aux échecs et en même temps ils ont continué à se rapprocher et à flirter ensemble. Au moment d'arriver, donc juste après être arrivée, Cécile va recevoir un appel, donc c'est un ami, Kamel, donc c'est lui qui va le dire dans un interrogatoire. Kamel qui a un autre ami, il lui a demandé s'il pouvait récupérer des CD qu'il lui avait prêtés et il fallait que ce soit maintenant et elle pouvait pas, enfin elle avait surtout pas envie parce qu'elle était avec Sébastien à ce moment-là. Elle lui a proposé un rendez-vous plus tard et lui il n'était pas d'accord parce que il allait repartir chez lui en train dans la journée à Grenoble et qu'il voudrait que ce soit maintenant et elle a dit bah tant pis, je te les rendrai pas tout de suite. Voilà, donc ça s'est terminé à ce moment-là. Elle a continué sa petite après-midi avec Sébastien qui finalement va s'en aller vers 16h45. Et donc de ce qu'on sait, c'est la dernière personne à avoir vu de ses yeux Cécile, en tout cas de manière formelle, ce jour-là. Comme j'expliquais, elle a eu des remords, donc elle a appelé sa meilleure amie Sandrine. C'est là que elle lui a dit bon voilà ce qui s'est passé, qu'elle s'en voulait un petit peu, elle était un peu énervée et après elle s'est dit non, il faut que je reste focus sur les révisions du bac de philo. Et juste après donc cet appel, elle a appelé son père, donc le fameux dernier appel à 17h18 et là aussi elle va le dire à la fin qu'elle va se concentrer sur ses révisions. Et ensuite, comme je vous le disais, plus rien. C'est à partir de là qu'elle a disparu. Et on ne sait pas comment ça s'est réellement passé à ce moment-là. Évidemment, tout le monde a été entendu, tout le monde a été mis hors de cause, c'est-à-dire ses amis, les 4 personnes qui étaient là, son flirt du moment et Jérémy, son petit ami. C'est vrai qu'on pouvait se poser des questions, on se disait mais peut-être qu'il a appris ce qui s'est passé, qu'il s'est fait tromper et qu'il a voulu se venger, ou peut-être s'en prendre à Cécile, mais il a un très solide alibi pour le moment, le jour et l'heure de la disparition de Cécile. Effectivement, c'est un alibi vérifiable, donc il est totalement mis hors de cause. Les 4 autres aussi ont été mis hors de cause, ils ont également des alibis. Toutes ces connaissances vont être entendues, les voisins vont être entendus, il y a même des professeurs qui vont être entendus, des personnes qui font de l'escalade avec elle aussi. À côté de ça, son compte bancaire est vérifié et depuis sa disparition, il n'y a aucun mouvement sur le compte. Les enquêteurs vont également vérifier du côté de la gare SNCF de Saint-Jean-de-Maurienne. Peut-être qu'un employé ou quelqu'un l'a vu là-bas. Ils vont vérifier également au niveau des contraventions. Ils vont voir si par hasard elle aurait été contrôlée sans ticket et donc il y avait une trace de sa contravention à son nom, mais ce n'était pas le cas. Il y a également une perquisition dans la maison d'enfance, donc à Matan, la maison d'enfance de Cécile en Normandie. Cette perquisition va rien donner, mais c'est pour montrer que les gendarmes ont vraiment exploré le maximum de pistes et ils ont exploré la piste familiale. Parce qu'entre autres, il va y avoir les domiciles de Maryse et de son mari et également de Jonathan qui vont être mis sous écoute. Toutes ces investigations nécessaires ne vont rien donner. On recueille quand même énormément de témoignages, des témoignages qui partent un petit peu dans tous les sens, donc on ne sait pas qui croire. On la voit le jour de la disparition à un moment T proche de la gare, finalement on la voit au même moment de l'autre côté de la ville, on la voit aussi à côté d'un bar, donc on ne sait pas trop qui croire. Par contre, il y a des témoignages très intéressants, notamment le témoignage d'une de ses amies, donc une personne qui la connaît physiquement. Cette personne, qui est une copine de classe qui s'appelle Myriam, va dire l'avoir vue, reconnue marcher le jour de sa disparition, donc le dimanche 8 juin, marcher seule avec un t-shirt blanc et un pantalon foncé le long d'une route à la sortie de la ville. Donc cette route, c'est l'ancienne Nationale 6 qui est devenue aujourd'hui la départementale 906. Elle aurait été aperçue vers 17h45 marchant en direction de Chambéry au niveau de l'entreprise du Vernet. À 18h45, il y a également un autre témoin qui va l'avoir aperçue au niveau de Pont-à-Mafray. Donc Pont-à-Mafray, ça paraît plutôt logique parce qu'elle avait l'habitude d'y aller, notamment pour faire de l'escalade, parce qu'il y avait un mur d'entraînement là-bas. C'est également un endroit qui est proche d'une via ferrata, et donc avec pas mal de passages, notamment ce beau dimanche de juin 1997. Ça me paraît logique aussi
aussi au niveau timing, il l'a vu 1 heure après le témoignage de son amie Myriam sur la nationale, donc elle l'a vu à 17h45, il l'a vu à 18h45. Quand on regarde si elle a vraiment tout fait à pied, si elle est marchée le long de cette nationale, il y a environ 45 minutes entre les deux points, donc ça paraît logique niveau timing. Pont-à-Mafré, pour vous situer, c'est vraiment à 6 km au nord par rapport au centre de Saint-Jean-de-Maurienne. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que cette route nationale, là où elle aurait été aperçue marchant le long de cette route d'un air un petit peu triste, des dires de Myriam, c'est pas du tout fait pour les piétons, c'est pas du tout agréable pour marcher, ni pratique. Donc on se demande pourquoi est-ce qu'elle est passée par là. Vu que Cécile a été aperçue à ce niveau-là, on va essayer de recueillir un maximum d'informations. Notamment à ce moment-là, il y avait une route qui était en construction, même une autoroute il me semble, et Cécile était passée devant le chantier de cette autoroute. Tous les ouvriers du chantier sont interrogés sans grand résultat. Par contre, il va y avoir 2 témoignages importants et intéressants qui vont concorder, notamment sur les agissements d'un conducteur d'un van qui était un peu suspect. Ce van, c'est un van gris métallisé chromé, plutôt moderne, avec des vitres teintées. Il était apparemment conduit par un homme d'une trentaine d'années typé méditerranéen et la plaque était immatriculée dans le département 31, donc Haute-Garonne, aux environs de Toulouse. On a quand même beaucoup d'informations et la gendarmerie va retrouver 300 véhicules correspondant au signalement et malheureusement cette piste ne va rien donner, on ne va jamais retrouver cet homme typé méditerranéen qui aurait été aperçu ce jour-là par 2 témoins proche du lieu de la disparition de Cécile. On notera, même si aujourd'hui pour nous ça semble évident, que Cécile ne s'est jamais présentée à ses épreuves du bac. Ses camarades de classe s'attendaient peut-être à l'apercevoir et se dire bon, finalement elle est peut-être juste disparue 1 semaine et elle va revenir pour le bac. Malheureusement elle ne passera jamais son bac. Parallèlement à toutes les recherches faites par les enquêteurs, la famille est également très impliqués dans les recherches. Bien que le père et la mère de Cécile soient séparés, ils sont soudés au départ face à la disparition de leur fille. D'abord, comment Jonathan, lui, a appris la disparition de sa fille? Et ben c'est le lendemain où il a eu cet appel de sa fille, donc le lundi, il va appeler en fin de journée sur le fixe de l'appartement en pensant tomber sur Cécile, mais finalement, il tombe sur Maryse, donc son ex-femme. Et là, elle va lui apprendre la nouvelle que Cécile a disparu. Et il ne va jamais le dire tout de suite, mais il le dit dans son livre que je vais vous présenter en fin de vidéo. Il va dire que pour lui, il a tout de suite senti qu'elle était morte, même si c'est pas du tout l'hypothèse qu'il aurait voulu privilégier dès le début. D'ailleurs, il va se ranger vers la thèse de la fugue, comme Maryse et le beau-père de Cécile à ce moment-là. Même s'il y croyait pas trop, mais juste parce que c'est la théorie, on va dire, la plus positive. Kamel, vous savez, celui qui devait récupérer ces disques qui avait appelé Cécile le jour de sa disparition, a été très vite impliqué dans les recherches et a ouvert une association qui s'appelle l'association Cécile, constituée de proches et de moins proches de Cécile, de Jonathan et des amis de la famille. Et à son apogée, cette association comptait entre 300 et 400 membres actifs bénévoles. Au tout début d'ailleurs, énormément d'affiches ont été posées à Saint-Jean-de-Maurienne, à Grenoble, dans les villes alentours, dans les gares. Dès qu'il y avait limite un poteau de libre, on mettait une affiche de Cécile, donc ça a permis de diffuser le visage de Cécile vraiment au maximum. Comme à chaque fois dans chaque disparition inquiétante et un peu médiatisée, il y a eu des pistes de radiesthésistes, des radiesthésistes qui ont contacté la famille. Il y a eu plusieurs lieux de localisation de Cécile par ces radiesthésistes. Ces lieux ont été vérifiés parce que même s'ils n'y croyaient pas réellement, ils se sont dit qu'il ne fallait rien laisser au hasard. Et ces recherches se sont avérées vaines comme toutes les recherches malheureusement menées jusque-là. Pour ce qui est de l'enquête, elle va stagner pendant un moment. En fait, il va y avoir pas grand chose, il va y avoir des pistes qui vont être étudiées, je vais vous en parler par la suite dans la partie théorie. Pour ce qui est de l'ADN, c'est finalement assez tard que l'ADN de Cécile va être ajouté au dossier. C'est à partir d'une brosse de cheveux de Cécile que son père Jonathan avait
conservé, que l'ADN, donc à partir de cheveux, va être prélevé, puis derrière séquencé et ajouté à la base de données FNEG. FNEG qui est le fichier national automatisé des empreintes génétiques. De son côté, la demi-sœur de Cécile, Chloé, va au tout début se porter partie civile et prendre une avocate, l'avocate pénaliste Maître Cathy Richard, qui est vraiment une référence dans son milieu, d'ailleurs qui est aujourd'hui, depuis peu, membre associé de l'association ARPD. Et elle devient ensuite par la suite l'avocate du père de Cécile, donc de Jonathan. Maître Cathy Richard va prendre à bras le corps ce dossier et va se battre pendant toutes ces années aux côtés de la famille pour connaître la vérité et surtout que les investigations ne cessent jamais. Il y a eu beaucoup de juges d'instruction dans ce dossier qui se sont succédés, ce qui a ralenti considérablement les investigations, mais la juge d'Albertville, le 26 mai 2008, supervise la fermeture d'un tronçon de l'autoroute A43, cette autoroute qui était en construction au moment de la disparition de Cécile. Vous savez, elle était passée devant un chantier en construction, c'était l'autoroute A43, près de Saint-Jean-de-Maurienne, pour sonder les fondations de l'ouvrage dans l'hypothèse que quelqu'un ait tué Cécile et se soit débarrassé dans les fondations en construction à ce moment-là de l'autoroute A43 du corps de Cécile. Les recherches ont été effectuées avec un géoradar qui permet grossièrement à travers l'utilisation d'ondes de repérer les fluctuations dans le sol, et donc si quelqu'un ou quelque chose est enterré, on le repère facilement. Malheureusement, ou heureusement d'ailleurs selon le parti où on se place, les recherches resteront infructueuses. C'est 5 mois plus tard, toujours en 2008, après ces recherches, qu'on est vraiment au bord de la clôture du dossier, du classement sans suite du dossier, mais grâce encore une fois à Maître Richard et à la famille qui vont vraiment faire pression, le maintien de l'enquête est obtenu in extremis, parce que, je vous le rappelle, si le dossier est clôturé, il n'y a plus d'investigation. L'enquête est reprise dès le début, les témoins ont été réentendus, les alibis ont été vérifiés. Il y a même un homme, un ex-ami lycéen de Cécile, alors j'ai pas son identité donc je vais pas dire de bêtises, mais il était très impliqué dès le début dans les recherches et il a été mis sous écoute juste parce qu'on pensait peut-être qu'il pouvait être impliqué, et il s'avère que cette piste n'a rien donné. Finalement, c'est en décembre 2019 que l'OCRVP, je sais pas si vous connaissez, mais l'OCRVP c'est l'Office central pour la répression des violences aux personnes, qui est une division spécialisée de la police qui va reprendre le dossier de Cécile. Cette division est entre autres spécialisée dans les cas d'enlèvement et de séquestration. Ainsi, après 22 ans d'enquête, ils vont vraiment tout reprendre depuis le début et essayer d'apporter un œil nouveau sur ce dossier. Et malgré leur travail, qui va être quand même intense, aucune piste et aucun élément qui va amener à la découverte de ce qui s'est passé ce dimanche 8 juin 1997 pour Cécile. Le but, c'est vraiment de mettre en lumière toutes les théories envisageables et tout ce qu'il reste à faire sur le dossier, tous les actes d'enquête qu'il faut encore mener pour pouvoir prétendre à faire le maximum sur ce dossier. En 2020, l'OCRVP va d'ailleurs relancer, donc 23 ans après, un appel à témoins pour la disparition de Cécile. Et finalement, et ça c'est très récent, en 2022, ce sont les magistrats du nouveau pôle Cold Case à Nanterre qui a été mis en place au 1er mars 2022 qui vont s'occuper du dossier de la disparition de Cécile. C'est une bonne chose, mais il faut espérer qu'il y ait assez de magistrats qui travaillent pour tous ces dossiers qui vont être pris en charge par la cellule, parce que ça commence à faire beaucoup, et effectivement qu'ils se répartissent bien le travail et que les investigations soient bien relancées pour chacun des dossiers pris en charge par la cellule. Donc comme je vous disais, c'est en 2022 que le père de Cécile, Jonathan Oliver, va saisir la RPD pour le dossier de la disparition de sa fille sous les conseils de son avocate, Maître Richard. C'est d'ailleurs Monsieur Folté, Philippe Folté, que je vous ai présenté dans la vidéo de la disparition de Marie-Thérèse Bonfanti, qui va reprendre ce dossier. Il va déjà faire 2 pages très complètes sur les théories probables sur la disparition de Cécile, des théories qui n'avaient pas jusque-là été mises à jour, que je vous exposerai très brièvement dans la partie qui va suivre.
Donc je vais vous exposer toutes les pistes et les théories qui ont été envisagées, celles qui ne le sont plus aujourd'hui, celles qui le sont encore, et également toutes ces nouvelles pistes qu'il faudrait approfondir pour pouvoir peut-être enfin obtenir un indice sur la disparition de Cécile. On va commencer par la piste qui avait été privilégiée dès le départ, qui est la piste un peu la plus rassurante pour les proches, mais qui a malheureusement été très rapidement mise de côté, c'est la piste de la fugue. Donc qu'est-ce qui pourrait appuyer cette piste? Tout simplement, on sait qu'à ce moment-là, Cécile ne se sentait pas très bien parce qu'elle avait désobéi à son beau-père, à sa mère, et qu'en même temps, elle avait trompé son petit ami. Donc elle pouvait très bien se dire qu'elle avait fait n'importe quoi et elle voulait disparaître à ce moment-là. Maryse et son mari ont vraiment cru cette théorie-là. Juste après sa disparition, le beau-père avait laissé en répondeur sur le téléphone familial de leur appartement à Saint-Jean-de-Maurienne un message vocal que je vous laisse écouter ici. Allô, Cécile, tu sais ce qui se passe, c'est pas grave du tout. On t'attend. Tu rentres quand tu veux, tu nous laisses un message. Comme vous tous. Qu'est-ce qui peut, en plus de ça, appuyer cette théorie? Ce sont les dires de Sébastien, vous savez, le flirt qu'elle a eu pendant une soirée. Donc lui, il a rapporté aux enquêteurs, lors d'un interrogatoire, je vais vous citer, il dit « Je tiens à préciser que j'ai eu l'impression que Cécile se sentait prisonnière de son milieu familial. Pour moi, elle aspirait à un peu plus de liberté. Elle m'a confié qu'elle était pressée de vivre sa vie d'étudiante, probablement pour sortir du contexte de sa famille. Seulement, pour moi, ça ne colle pas, parce qu'effectivement, on a tous pensé à un moment ou à un autre, en étant adolescent, qu'on n'avait pas assez de liberté. Donc oui, effectivement, ça existe des fugues, mais généralement, très rapidement, les enfants reviennent, ou alors, en tout cas, il y a une trace de leur vie, de leur passage en France, notamment que ce soit au niveau de la sécurité sociale, tout simplement, au niveau du travail. En tout cas, il existerait une trace, à part si elle serait partie dans un autre pays. Je pense à l'Italie parce que c'est vraiment un pays qui est très proche de Saint-Jean-de-Maurienne. On est à 2 heures de Turin, pour rappel. Mais pourquoi ne donner aucune nouvelle à personne pendant toutes ces années, alors qu'elle était quand même très proche de sa famille, notamment de son père, de sa demi-sœur qu'elle avait appelée le matin de sa disparition? Pour moi, ça n'a pas de sens, et d'ailleurs, c'est pas du tout la piste qui va être privilégiée très longtemps, et cette piste va être mise de côté au détriment d'autres pistes qui sont peut-être un peu plus plausibles. On pense notamment à la piste du suicide. Est-ce que Cécile aurait mis fin à ses jours ce 8 juin 1997? Même si on ne pense pas par rapport à son comportement, par rapport à sa personnalité, on ne sait jamais ce qui passe dans la tête d'une jeune adolescente de 17 ans, surtout après avoir été perturbée à ce point. Elle n'était pas du tout dans une bonne journée et psychologiquement elle se sentait pas bien, et en plus de ça elle était peut-être stressée par rapport à ses révisions. Peut-être qu'elle a agi de manière impulsive et qu'elle a voulu mettre fin à ses jours. Qu'est-ce qui pourrait appuyer cette théorie? C'est le fait que Myriam décrit l'avoir vue marcher le long de cette fameuse route d'un air un peu triste, donc peut-être qu'elle était partie dans un but précis. Mais quoi qu'il en soit, même si cette piste on ne peut pas la mettre de côté aujourd'hui, il est très probable qu'on aurait retrouvé un corps, surtout après toutes les recherches qui avaient été faites, toutes les battues et également les cours d'eau, les points d'eau qui ont été dragués, où il y a eu vraiment des recherches très approfondies. Même si cette piste n'est pas à exclure, il y a d'autres pistes qui paraîtraient plus crédibles, par exemple la piste accidentelle. On sait que Cécile était une grande sportive au moment de sa disparition et elle aimait l'escalade, qui n'est pas un sport sans risque par définition. En plus de ça, on se retrouve dans une région montagneuse, il y a quand même beaucoup de falaises et effectivement il y a des endroits qui seraient difficilement accessibles par les équipes de recherche ou les équipes de secours. Donc qu'est-ce qu'on peut se dire? On peut se dire que Cécile, elle a eu envie, après toutes ces émotions, de prendre l'air, d'aller se balader, de peut-être se faire une randonnée toute seule, et à ce moment-là, elle aurait eu un accident et malheureusement, on ne l'a toujours pas retrouvée aujourd'hui. Encore une fois, je pense peut-être même qu'en allant se balader et quand elle a marché sur la route, elle se serait peut-être fait renverser par quelqu'un qui a voulu cacher le corps pour ne pas se faire repérer. Mais bon, je trouve ça un peu bizarre parce que c'est une route qui était quand même bien empruntée à ce moment-là. On était en fin de journée, un dimanche, donc les gens rentrent chez eux.
Ça m'étonnerait que ce soit passé, que personne n'ait rien vu et la personne ait pu se débarrasser du corps de Cécile comme ça. Et pour ce qui est de sa balade, ça me paraît quand même bizarre par rapport à l'horaire, c'est-à-dire que si on reprend les horaires des témoins, entre 17h45 et 18h45, elle serait allée randonner à partir de cette heure-là, donc même s'il fait encore jour assez tard, il n'y a pas grand monde qui va randonner en fin de journée comme ça. Bon, et même si rien ne réfute cette théorie, il n'y a rien non plus qui l'appuie. Et enfin, je vais vous exposer la piste qui a été clairement la plus travaillée, privilégiée par les enquêteurs pendant un moment, et je pense qu'il est encore, c'est la piste de l'implication d'une tierce personne. Tout d'abord, il y a un exclu qu'il ne s'agisse pas d'une personne qu'elle connaissait. Effectivement, rappelez-vous, je vous avais parlé du fait que malheureusement seulement les appels sortants du domicile ont été étudiés et pas les appels entrants, c'est-à-dire les appels extérieurs des gens qui ont appelé sur le téléphone. Donc il est très possible qu'après 17h18, donc après les 6 minutes d'appel la journée de sa disparition avec son père, quelqu'un l'ait appelé, quelqu'un qu'elle connaissait, pour lui donner rendez-vous quelque part, peut-être aller marcher ensemble ou quoi que ce soit. Peut-être qu'elle a voulu aller rejoindre cette personne et que le rendez-vous s'est mal passé. Et donc, dans ce cas-là, ça voudrait dire que quelqu'un, obligatoirement, sait quelque chose. Et comme le dit très bien le père de Cécile, lui, limite, il en a rien à faire de qui a fait quoi. Ce qu'il voudrait juste, c'est que quelqu'un témoigne, même si c'est de manière anonyme, pour dire ce qui s'est passé avec sa fille et si elle est décédée, où est son corps. Mis à part la piste du rendez-vous qui a mal tourné, il y a également la piste des délinquants sexuels de la région qui a été bien travaillée par les enquêteurs. Il y a toute une liste qui a été faite par élimination. Il y a plusieurs personnes qui ont été interrogées, notamment un homme qui a été connu pour être l'auteur d'agressions sexuelles et qui était présent sur le chantier de l'autoroute A43 au moment de la disparition de Cécile. Mais malheureusement, rien n'est ressorti de cette piste. Rappelez-vous aussi, il y avait la piste de ce fameux van avec cet homme de typé méditerranéen qui n'a jamais été retrouvé, donc encore une piste de plus qui n'a pas abouti. Et d'autres pistes qui ont été envisagées par les enquêteurs, notamment 15 jours après la disparition de Cécile. Il y a une piste qui paraissait dès le départ assez sérieuse. Ce sont les enquêteurs qui ont été alertés par la douane. Effectivement, ils ont arrêté un certain Jean-Marc Reiser à Morteau dans le Doubs. C'est environ 3h30 au nord de Saint-Jean-de-Maurienne en voiture. Alors oui, je suis sûre que ce nom vous dit quelque chose parce que cette année c'était son procès dans le cadre du meurtre de Sophie Le Tan. Il a d'ailleurs écopé de la plus grosse sentence en France, c'est-à-dire la réclusion criminelle à perpétuité assortie de 22 ans de sûreté. Et donc il a été reconnu de l'assassinat de Sophie Le Tan en 2018. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo que je vous mets ici si vous voulez aller la voir. Mais bon, à ce moment-là on était loin de tout ça. Il avait été arrêté seulement par rapport à ce qui se trouvait dans sa voiture, dans son coffre. Bon, quand je dis seulement, c'est parce que vous allez voir pourquoi. On a retrouvé dans son coffre de voiture des armes, des cagoules, des médicaments et surtout, très inquiétant, une série de photos de femmes nues, pour certaines, qui paraissaient endormies. Et on apprendra plus tard que certaines de ces personnes avaient été agressées sexuellement, même si on n'a pas reconnu toutes les femmes sur ces photos. Et parmi ces photos, il y avait une photo d'une femme qui ressemblait beaucoup à Cécile. En plus, sachant qu'il avait été déjà soupçonné en 1987 pour la disparition de Françoise Aumann, ça fait vraiment à ce moment-là un suspect plutôt conséquent. Mais après vérification, il se trouve que au moment de la disparition de Cécile, il était à Strasbourg. C'est d'ailleurs là qu'il a vécu pendant un bon moment dans sa vie. Notamment, on le sait parce qu'il a utilisé sa carte bancaire. Et pour ce qui est de la photo de la femme qui ressemble à Cécile, après expertise, il se trouve que ce n'était pas Cécile, mais une ex-compagne de Jean-Marc Reiser. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, que cette photo avait été prise à son insu. Et en 2001, pour la petite histoire, il va quand même être condamné à 15 ans de réclusion criminelle par rapport à des viols et des agressions sexuelles qu'il avait commis. À ça s'ajoute en 2022 sa réclusion criminelle à perpétuité pour l'assassinat de Sophie Le Tan. On est presque sûr qu'il est impliqué dans la disparition de Françoise Aumann et donc heureusement pour la famille, l'enquête est relancée depuis cette année. Même si on est sur un homme avec des agissements horribles, il est disculpé dans le dossier de la disparition de Cécile Valin. 5 ans après la disparition de Cécile, la famille va faire appel à un détective privé qui va énormément bien travailler, d'ailleurs en collaboration
discussion avec les enquêteurs, il va trouver une piste très intéressante. Il va dire que Cécile aurait pu monter dans une voiture qui est une Peugeot 205 rouge, immatriculée à Turin, en Italie. Alors je sais pas comment il est arrivé à cette conclusion, quoi qu'il en soit à ce moment-là c'était une piste assez concrète. Malheureusement malgré plusieurs relances à la police italienne, il ne va y avoir aucune réponse et donc c'est très compliqué de travailler avec l'Italie sur ce dossier. Il va mettre aussi en lumière la piste d'un docteur, le docteur G de Saint-Jean-de-Maurienne. Et là c'est vraiment très étrange parce que au moment de sa mort, il va être retrouvé sous son lit une boîte avec dedans plein de coupures de journaux concernant la disparition de Cécile. Alors c'est étrange, sauf si vous êtes comme moi en train de parler de disparition sur une chaîne YouTube ou si vous êtes impliqué de près ou de loin dans le métier ou dans la disparition. Sinon, personne ne fait ça, surtout si ça concerne une seule disparition précise. Donc c'est vrai que là, on a énormément de questions et il va y avoir une perquisition qui va être faite à son domicile. Malheureusement, rien ne va être retrouvé, sauf dans son garage une voiture rouge qui correspond peut-être à ce qu'on avait dit. Bon, même si la voiture rouge ne correspond pas à la même marque, il va s'agir d'une Renault de type R19, donc je sais pas pour l'immatriculation, mais il est très facile de confondre les deux modèles. Après, encore une fois, il peut s'agir d'une simple coïncidence, et même si cette piste du docteur G paraît crédible, il n'y a aucune information qui va ressortir de cette piste. En plus de Jean-Marc Reiser, il va y avoir la piste criminelle du tueur en série qui va être envisagée à travers d'autres personnes. En tout cas, la piste du prédateur a longuement été favorisée par les enquêteurs. Plusieurs noms vont ressortir dans cette enquête, notamment le nom de Michel Fourniret. Je pense que vous le connaissez si vous suivez un petit peu les histoires criminelles en France. Lui, il s'agit d'un multirécidiviste, meurtrier et violeur également, qui est décédé en prison. Lui fait partie des seuls en France qui avaient pris la perpétuité incompressible. Et on parle du dossier de Cécile Valin à partir de 2004. À ce moment-là, il est incarcéré en Belgique et il est sur le point d'être remis à la justice française. Donc pourquoi est-ce qu'on parle de lui? Tout simplement parce qu'on se rend compte du nombre de victimes qu'il a fait et on se dit on va peut-être relier d'autres dossiers. Il n'y avait pas spécifiquement de preuves concrètes. On a fait des analyses ADN sur sa fourgonnette qui n'ont pas matché avec l'ADN de Cécile et on a essayé de trouver un lien avec Saint-Jean-de-Maurienne ou la région et on a trouvé une personne de la famille, une nièce qui habitait près de Saint-Jean-de-Maurienne à l'époque. Elle est entendue, elle va dire qu'elle n'a pas vu son oncle depuis 1981. En plus, il n'y a aucune preuve que lui et sa femme soient allés en Savoie à ce moment-là et donc rapidement la piste est abandonnée. Vous savez, il y a aussi très récemment un matelas qui a été retrouvé dans une ancienne maison de Fourniret, un matelas avec plusieurs ADN, donc une dizaine d'ADN retrouvés, dont un ADN partiel d'Estelle Mouzin d'ailleurs, donc j'avais fait une vidéo sur la disparition d'Estelle que je vous mets ici, et aucun ADN n'a matché avec l'ADN de Cécile. Il y a eu un moment également la piste d'un chauffeur routier allemand qui s'appelle Volker Eckert, qui a été cité dans le dossier. Effectivement, lui, il embarquait des prostituées sur le bord des routes et était un tueur en série. Il était actif de 1974 à 2006, mais c'était une fausse piste. Ensuite, il y a également eu la piste d'un ancien vicaire de Saint-Jean-de-Maurienne et un ancien curé également, qui est l'abbé Pierre Dufour. Cette piste a également été explorée. À l'époque, il était déjà soupçonné d'abus sexuels sur des jeunes enfants. Il s'est avéré qu'en 2003, il a avoué ses abus sexuels sur des jeunes garçons et même des jeunes adultes depuis 1960. Alors pourquoi cette piste elle est ressortie à un moment? Tout simplement parce que Maryse a reçu un appel d'une personne se présentant comme le curé de Saint-Jean-de-Maurienne. Lui il disait que un jour, un dimanche de juin, fin de journée 1997, il avait aperçu Cécile en train de marcher à côté d'un pont. Donc lui il était en voiture et il s'est inquiété parce qu'il s'est dit bon elle va peut-être sauter parce qu'il y avait déjà eu des personnes qui avaient sauté pour mettre fin à leur jour au niveau de ce pont. Il n'a pas pu s'arrêter parce qu'il y avait des voitures derrière lui, donc il a fait demi-tour et au moment où il est revenu là où il avait vu Cécile, elle n'était plus là. Donc lui a fait cette confidence. On a pensé à l'abbé Pierre Dufour à ce moment-là. On lui a demandé s'il avait vu Cécile, il a dit non et d'ailleurs il a dit qu'il n'avait jamais passé cet appel à la mère et donc là on a commencé à avoir des soupçons mais derrière le détective privé a pu retrouver la trace du prêtre qui avait appelé Maryse et ce n'était effectivement pas l'abbé Pierre Dufour mais il y avait quand même plein de questions qui restaient en suspens
pour cet homme qui malheureusement aujourd'hui est décédé en 2007 à l'âge de 81 ans. Et là on arrive vers les nouvelles pistes qui pour moi doivent être approfondies. On en a discuté avec Jonathan Oliver, il n'y a aucune contre-indication à ce que j'en parle, mais de toute façon je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants, je vais simplement vous en parler. Notamment on parle de pistes de potentiels tueurs en série, dont la piste d'un certain... Elle avait été évoquée à l'oral avec les enquêteurs. C'est la piste d'un homme qui a été dénoncé par sa femme comme étant pédophile. Ce qui l'inquiétait, sa femme, c'est qu'elle s'est souvenue que fin juin 1997, bizarrement, alors que c'était pas du tout prévu, il avait mis sa voiture au garage, il l'avait nettoyée de fond en comble avant de la revendre. Donc c'est vrai que dans le contexte qu'on connaît des tueurs en série ou des personnes qui ont commis des meurtres et qui ont utilisé leur voiture, il y a beaucoup ce lavage complet de la voiture pour faire disparaître les preuves, la revendre derrière ou même tout simplement la voiture à la casse. Bon, ça peut aussi être une coïncidence, mais c'est vrai que c'est une piste qu'il faut travailler. Il y a également la piste de l'implication de François Avérov. Alors François Avérov, vous devez plus le connaître sous le nom du grêlé. Donc le grêlé qui était une personne qui n'avait pas été identifiée jusqu'à l'année dernière. C'est un tueur et agresseur sexuel en série qui n'avait jamais été identifié et qui finalement l'a été suite à ses confessions l'année dernière en septembre 2021. C'est grâce à une opération de grande ampleur menée par la gendarmerie. En fait il s'est senti démasqué, donc il a disparu et derrière lui il a laissé une lettre d'aveu avant de mettre fin à ses jours en septembre de l'année dernière, en 2021. En plus de ça, lui il avait fait partie de la gendarmerie et de la police nationale, ce qui a fait encore plus grand bruit. Il avait déjà abusé de son autorité à un moment pour enlever, séquestrer et violer une jeune fille. C'était une mineure. Bon, à ce moment-là, il ne l'avait pas tuée, mais il a également tué d'autres personnes. Donc pour moi, c'est très important de décortiquer son emploi du temps pour voir s'il aurait pu être au même moment à Saint-Jean-de-Maurienne et potentiellement impliqué dans la disparition de Cécile. Enfin, et ça va être la dernière piste dont je vais vous parler, c'est la piste que j'ai déjà évoquée il y a 2 vidéos de ça, dans la vidéo qui parlait de l'affaire Marie-Thérèse Bonfanti, mais également la disparition de Marie-Ange Billou et le meurtre de Liliane Chevènement. Tout ça qui s'est passé à Pontcharrat en Savoie, fin des années 80. Et là, on parle d'Yves Chatin qui a avoué 36 ans après, comme je vous ai dit dans ma vidéo, le meurtre de Marie-Thérèse Bonfanti et il a indiqué un lieu où il aurait enterré le corps. D'ailleurs, on a retrouvé très récemment un crâne humain à ce niveau-là. Donc, sans connaître vraiment parfaitement le dossier de Cécile Valin, quand j'étais sur place à Pontcharrat, c'est vrai que je me suis posé la question au niveau de la proximité géographique et je me suis dit, Yves Chatin, ça pourrait complètement être une piste à explorer dans le cadre de la disparition de Cécile. En effet, il y a la proximité géographique. Saint-Jean-de-Maurienne est à une 50aine de minutes de Pontcharrat. En plus de ça, on sait qu'Yves Chatin était chauffeur routier, donc il faisait beaucoup de routes et il avait déjà été accusé, suspecté dans plusieurs agressions de femmes sur la route et d'autostoppeuses. Il avait notamment écopé de 18 mois de prison avec sursis après avoir tenté d'étrangler une femme sur la route. Donc pourquoi ça pourrait coïncider avec la disparition de Cécile? Tout simplement parce que Cécile, on l'a appris bien plus tard dans le dossier d'instruction, donc c'est Jonathan qui l'a lu, elle avait déjà fait plusieurs fois du stop et elle avait même prévu l'été de sa disparition de partir avec une amie à elle en Espagne en stop. Et d'ailleurs, c'était son petit ami Jérémy qui l'en avait dissuadé à l'époque. Donc c'est très probable que lorsqu'elle est marchée sur cette nationale, elle ait voulu aller plus vite en faisant du stop et que quelqu'un l'ait embarquée. Donc est-ce qu'elle serait tombée sur la mauvaise personne? Est-ce qu'elle serait tombée sur Yves Chatin ou quelqu'un d'autre qui lui aurait fait du mal derrière? Il y avait eu un témoignage à l'époque d'un gendarme de l'escadron de Chambéry qui, le 15 juillet, aurait aperçu Cécile en train de faire du stop d'ailleurs entre Chapareillan et Pontcharrat. Est-ce qu'il s'est trompé ou est-ce qu'il l'a vraiment vue à ce niveau-là, donc l'année de sa disparition? Donc ça on ne sait pas, mais je parle de ce témoignage parce qu'on parle de Pontcharrat. En 2016, il y a un livre qui est sorti, qui a été écrit par Jonathan Oliver, donc le père de Cécile, qui s'appelle Cécile, ma fille m'a disparu. Donc j'ai lu, c'est vraiment bien écrit. Jonathan écrit comme s'il parlait à sa fille et il décrit vraiment tous ses ressentis tout au long des investigations. Il avait d'ailleurs parlé
à cette époque-là, donc en 2016, de cette piste de Pontcharra en disant il y a eu la disparition de Marie-Thérèse Bonfanti, celle de Marie-Ange Biou, le meurtre de Liliane Chevènement, donc peut-être qu'il y aurait ça à explorer. Et effectivement, à ce moment-là, on ne connaissait pas l'implication d'Yves Chatin dans cette disparition. Donc il a flairé peut-être quelque chose qu'il faudrait un peu plus investiguer aujourd'hui avec ce qu'on sait. En tout cas, si la piste criminelle est la bonne piste, ça veut dire que quelqu'un sait et donc qu'il faut parler même de manière anonyme. Au moins quelqu'un sait, c'est ce que n'ont jamais cessé de se répéter Maître Richard et Jonathan tout au long de ces années. Comme cette dernière le souligne, il reste tellement de choses à faire, notamment des analyses ADN auprès des personnes enterrées sous X, la vérification de tous les agresseurs en série et pas qu'en France, l'utilisation du logiciel Salvac, qui est un logiciel de recoupement et d'analyse des liens entre les crimes de violence. Et malheureusement, il est très compliqué de travailler avec l'Italie. On pourrait penser peut-être qu'elle a été enterrée sous X en Italie, mais il va être très compliqué et très difficile d'obtenir des informations parce que les bases de données ne sont pas entretenues comme en France, donc c'est beaucoup plus chaotique. Aujourd'hui, malheureusement, de l'association Cécile, il ne reste plus beaucoup de membres actifs. De son côté, la mère de Cécile, Maryse, elle, avait déménagé au début des années 2000 avec sa famille au Sénégal. Chloé, donc la demi-sœur de Cécile, s'est un peu mise en retrait au niveau des recherches pour pouvoir avancer dans sa vie familiale et professionnelle. Jonathan, lui, continue son combat, notamment auprès des médias pour continuer à faire parler de la disparition de sa fille et pour pas qu'elle tombe dans l'oubli. D'ailleurs, aujourd'hui, il veut que le dossier soit une priorité absolue par la cellule Cold Case parce que ça fait 25 ans que Cécile a disparu, mais au moins il a plus cette épée Damoclès au-dessus de la tête, cette épée qui disait que peut-être un jour le dossier de sa fille allait être clôturé et classé sans suite, sans avoir aucune réponse. Je vous remercie énormément si vous avez suivi cette très longue vidéo. C'est très important de la partager, de continuer à parler de la disparition de Cécile. Et je remercie la confiance que m'a apportée Jonathan Oliver et également Maître Richard. Donc je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. On se retrouve également sur mon onglet communauté où je suis très active pour tout ce qui est live Twitch, les dates, tout ce qui va se passer. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas, à vous abonner, à partager cette vidéo et à commenter aussi pour que l'algorithme référence beaucoup mieux la vidéo et qu'elle soit beaucoup plus vue. En attendant, je vous remercie et prenez soin de vous. Love you, darling, with all my heart, as I have loved you every day since the day you were born, and as I will love you for all the days to come.